Bonjour, c'est moi que vous attendiez. Vous ne le saviez pas, mais je suis là. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je vais vous prendre en main. Asseyez-vous. Alors, si on doit retenir une qualité chez moi, vraiment, je pense que c'est ma manière de raconter les histoires. Les gens aiment la manière dont je raconte les histoires, la manière dont je m'exprime et que j'ai de les amener dans mon histoire. Et je pense que City Halls en est le meilleur exemple, parce que c'est la première fois que j'ai la place de raconter une histoire comme je le voudrais aussi. Je suis Guillaume Lapère, originaire de Sète, Languedoc-Roussillon, 1m53, 15 ans dans la tête, 12 à l'extérieur. Je suis auteur de bande dessinée, autrement dire un métier pas très sérieux. Ça le terme manque. Un métier pas très sérieux. Je pense que le mieux pour raconter City Hall, c'est de raconter le premier chapitre qui est vraiment l'entrée en matière. On met la main directement l'œil directement dans l'histoire. Ça se passe à Londres au début du XXe siècle, dans un Londres très steampunk. Le ministre des Finances se fait assassiner. Et suite à cet assassinat, le chef de la police est dépêché sur place pour enquêter sur les causes de ce qui s'est passé. Il découvre sur le corps du ministre une feuille de papier à moitié calcinée sur laquelle quelque chose est griffonné. Ça le terrifie, sans qu'on sache exactement pourquoi. Et il fonce à Londres avec cette feuille, à City Hall, donc à la mairie de Londres. Il pose cette feuille sur le bureau du maire et lui dit « Le monde tel qu'on le connaissait a cessé d'exister ». Donc là, grand blanc, le maire s'effondre lui aussi. Et on sent que quelque chose de tragique s'est passé. Et en fait, on découvre à ce moment-là que le papier est proscrit depuis plus de 200 ans, que l'écriture manuscrite a été interdite, qu'elle n'est plus enseignée, que plus personne ne sait écrire, qu'il n'y a plus de papier, parce que tout ce qu'on y décrit prend vie. Donc évidemment, c'est devenu une arme de destruction ou une arme de description massive, comme on veut. Et ce qui est intéressant, c'est que l'idée de départ commence là. On a dans la rue un criminel qui possède du papier, chose peu probable, qui sait s'en servir, qui a de quoi écrire et qui s'en sert pour tuer. Donc évidemment, les forces de police de City Hall sont complètement atterrées parce qu'elles n'ont aucun moyen de riposter face à ce criminel. En plus, elles ignorent l'identité. Et le maire joue son va-tout, joue son joker, et décroche son téléphone et dit « Appelez-moi Jules Verne ». Et là, Jules Verne, qui est alors un écrivain de livres numériques, dans un monde dans lequel il n'y a pas de papier, arrive avec son assistant, qui est Arthur Conan Doyle, donc le futur papa de Sherlock Holmes. Et à ce moment-là, on leur dit, voilà, on vous confie le dernier carnet qu'il y a en notre possession, et vous allez devoir descendre dans la rue, enquêter sur l'identité de celui qui fait ça, et l'arrêter, quels qu'en soient les moyens. Donc voilà, on les lâche tous les deux, avec leur niveau plutôt moyen d'écriture, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'écrire à la main, et on va pouvoir s'appuyer sur le talent inné de Arthur Conan Doyle, qui l'inspirera à Sherlock Holmes, et puis le talent d'écrivain et d'inventeur de Jules Verne, pour essayer d'arrêter Blackfall, le fameux méchant de l'histoire. Je vais donner un exemple, par exemple la naissance de City Hall. Après avoir eu le titre, après avoir eu le principe, tout ce qu'on écrit prend vie, on est parti de quelque chose de très très large. Tout ça au téléphone, on s'est dit tout ce qu'on écrit prend vie. Non, pas tout ce qu'on écrit prend vie, parce que sinon on va jamais pouvoir mettre des règles précises. Ça va être le bazar. Donc on va se réduire à tout ce qu'on décrit prend vie. Oui, mais alors du coup, là, Rémi me dit, oui, c'est une bonne idée, mais à ce moment-là, ça ne vaut que si le papier n'existe pas. Et voilà comme ça fonctionne comme ça. Les principales grandes idées de la bande dessinée se passent exactement comme ce ping-pong-là, quand ça marche bien. Souvent, il joue tout seul, mais des fois, il joue avec moi. Tout est différent. Tout est différent parce que si je me réfère déjà à la taille de l'histoire et à la place que j'ai, c'est comme si j'écrivais 4 tomes de BD franco-belge en 46 planches. Donc forcément, ça fait une grosse différence. Ça, à mon avis, ça se conçoit plus comme un roman, en fait. C'est-à-dire qu'il y a la place de mettre une vraie intrigue, mais il faut réfléchir à où la couper. Effectivement, les ellipses ne se font pas au même moment. Les scènes de discussion ou d'action n'ont pas la même durée non plus. Donc il faut... et puis en plus, on a choisi de faire une enquête policière, ce qui est pas une mince affaire, parce que chaque élément qu'on met en place, et on a la place de mettre des éléments en place, justement, peut avoir des répercussions dans la suite. Et c'est pas évident de rien oublier, sachant qu'on veut, à la fin du tome 3, en plus, on veut clôturer l'enquête et tout fermer. C'est-à-dire que voilà, chaque question aura trouvé sa réponse à ce moment-là. C'est un gros travail d'écriture qui est complètement différent de ce que je faisais auparavant. Ouais. Alors, il est pas aussi lecteur attentif de manga que je ne le suis, qui suis un grand fan de manga. Et donc,
je pense qu'il avait un petit peu d'appréhension avant d'aborder ce découpage-là. Et moi qui ai déjà plus l'habitude d'en lire, questions générationnelles, Akira, Dragon Ball, Club Dorothée et compagnie, je lui proposais à ce moment-là de me faire quand même un découpage page par page, mais ne plus me faire la mise en scène. Donc j'ai une continuité dialoguée, page par page, et c'est moi qui m'occupe du découpage de l'action. Alors en fait, il y a vraiment plusieurs étapes, mais oui, effectivement, ça arrive. En général, je fournis donc le script à Guillaume, qui ressemble à un script de cinéma. Je lui donne moins d'indications de plan, mais enfin, en tout cas, on en parle. Et lui, derrière, ce qu'il fait, avant de même crayonner, il fait un storyboard. Ce storyboard est bien souvent, c'est arrivé pas plus tard que hier, d'ailleurs, ou la semaine dernière, bien souvent l'occasion de faire des modifications. Parce que ça ne colle pas au scénario, parce que ça ne colle pas à l'intention que je pensais donner au personnage, au niveau de l'expression, il y a tout un tas de choses qui peuvent changer. Mais une fois que ça c'est validé, il a un travail qui est déjà suffisamment long et difficile, mais surtout il essaie en plus d'aller très très vite. Donc du coup, une fois qu'on a validé cette étape-là, lui il a eu l'occasion de faire une modification sur mon scénar et de me proposer ses idées. Moi j'ai eu l'occasion, à mon niveau, de lui proposer des modifications et de verrouiller avec lui sur le storyboard, et ensuite il attaque les planches pendant que moi je continue l'histoire de mon côté. Mais de toute façon, on intervient tous les deux dans le travail de l'autre à un moment donné. J'interviens pas graphiquement pour lui dire que son personnage ne tient pas ou qu'il y a un problème de proportion. Déjà, j'ai peur. Voilà. Bon, ça va, il habite loin, donc je crains pas trop au téléphone. Mais c'est vrai que je le fais pas parce que c'est pas mon domaine de compétence. À un moment donné, il faut être réaliste aussi. Je suis capable de le voir, donc de temps en temps, je lui pose la question et ça arrive qu'il y ait des modifications. Mais c'est vraiment la mise en scène qu'on va travailler tous les deux. Il y a le cœur de l'histoire, que ce soit la mise en scène ou l'histoire en elle-même, on la bosse tous les deux. Ouais. Passer du format franco-belge classique, 46 pages couleur, j'en ai fait 9, à du format manga, c'est mon premier. C'est un rêve d'adolescent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai découvert la bande dessinée avec Dragon Ball et pas avec Tintin ni Astérix. Je suis désolé pour ceux qui aiment ça, je sais qu'il y en a beaucoup. Mais moi, ça a été les mangas en premier et c'est le manga encore et toujours. Juste que dans mes premiers contrats avec soit Delcourt, soit les Éditions Soleil, on m'avait refusé, pour X raisons, de pouvoir faire un manga. Ankama a été les seuls éditeurs, au moment où on a présenté City Hall en projet à tout le monde, ont été les seuls à nous avoir ouvert les bras sur ce format-là, à nous dire « Sentez-vous comme à la maison, faites le nombre de pages que vous voulez, format manga, super, on y va, c'est parti ». Et moi, j'étais le plus heureux des hommes ce jour-là, le jour où on m'a appris « C'est bon, on le fait avec vous ». Je vais enfin pouvoir faire mon manga. De toute ma carrière, c'est donc mon 12e album, j'ai un éditeur qui me suit, j'ai un éditeur qui lit le scénario, j'ai un éditeur qui regarde les pages et qui fait des retours dessus. Donc La Vicomtesse de Stultman, aux éditions Ankama à Paris, elle se reconnaîtra, qui a manifesté un intérêt grandiose pour la série et qui nous lâche pas, qui me lâche pas sur le dessin. Du coup, ça nous permet de nous dépasser, et de faire le meilleur album qu'on peut. Je sais pas si Rémi il peut rajouter quelque chose. Je crois que Guillaume en fait a tout dit, c'est ça. On a respectivement 9 et 10 albums ou 12 albums derrière nous. C'est la première fois chez Ankama qu'on se retrouve avec un éditeur. Ou en tout cas, ce que nous on imaginait être un éditeur, et ça ressemble beaucoup à ce qu'il y a dans Bakuman. C'est quelqu'un qui va lire le scénario, qui va critiquer dans le bon sens du terme le scénario, qui va faire des propositions, qui va toujours être constructif, et qui va faire la même chose pour le dessin. Donc enfin, on a quelqu'un qui s'intéresse à notre travail et qui est plus qu'un éditeur, même, je dirais, parce que c'est quelqu'un qui aime en plus la série, donc du coup elle nous pousse toujours un peu plus loin, elle nous pousse dans le retranchement, parfois c'est même saoulant ou fatigant, parce que c'est vrai qu'on se prend 4 mails en retour, on se dit c'est toujours pas ça qu'il faut, je vais jamais y arriver, heureusement qu'elle est à Paris, sinon Mais elle a raison, c'est elle qui a raison, et c'est de ça dont on a besoin. C'est difficile pour nous de prendre du recul sur notre travail enfermé dans notre bureau, ou même tous les deux, puisqu'on en parle beaucoup. C'est bien d'avoir quelqu'un qui a un œil neuf extérieur et qui va pouvoir nous dire, les gars, attention, je vous cadre, c'est pas comme ça, et qui a toujours une vraie raison de le faire. Et des vrais arguments. Ça, c'est agréable. C'est vrai que c'est super agréable de bosser avec elle pour ça, et c'est particulièrement agréable de bosser avec Ankama pour ça aussi. C'est bien. Alors c'est la question piège, tu sais. J'aimerais, d'un côté, il y a une partie de moi qui me dit non, je voudrais encore continuer à faire tout seul, c'est vachement bien, j'ai le contrôle sur tout. Il y a peut-être une petite peur de déléguer, mais en même temps, les jours où je suis vraiment fatigué, parce que je fais deux pages par jour maximum,
parce que je peux pas tenir. Voilà. Et au fur et à mesure les jours avancent, j'ai de moins en moins de santé, donc c'est comme si je perdais des cœurs au fur et à mesure. Quand il me reste plus qu'un cœur et demi, je fais moins de pages que quand j'ai la barre de cœur à fond. Et dans ces cas-là, oui, j'aimerais bien avoir un petit peu d'aide. Après, j'estime faire les décors d'une manière tellement particulière. Il faudrait qu'on fasse des essais. En tout cas, pour l'instant, non. Ce ne sera pas le cas. Je vais terminer mon 3e volume, qui sera prévu pour l'année prochaine, tout seul. La série se termine a priori à ce 3e tome-là. Si maintenant elle trouve son public, on a de quoi faire repartir les héros vers une nouvelle enquête. Et à ce moment-là, si succès au rendez-vous il y a, peut-être que je demanderai un petit peu d'aide. Peut-être au niveau des trames, au niveau du texte. Mais c'est ce qu'ils font déjà chez Ankama, quoi. C'est compliqué parce que c'est une très bonne question, parce que les pools de scénaristes, notamment sur les séries télé et les films aux États-Unis, justement travaillent en équipe, ils se mettent à 10 autour d'une table, et bien souvent quand je regarde un film qui m'a scotché, je me dis hey, c'était pas possible tout seul. Forcément on s'y est mis à 10, forcément il y a des idées qui sortent de partout. Je le fais déjà avec Guillaume, parce que j'ai pas la prétention de pouvoir avoir toutes les idées, et il a de très bonnes idées, donc c'est toujours intéressant d'avoir un deuxième point de vue. En termes de réflexion et de travail d'équipe sur je vous raconte l'histoire, proposez-moi des idées, rebondissez sur les idées avec moi, dites-moi que ça marche pas, oui. En termes d'écriture, non, je pense que c'est pas possible. Je pense qu'il faudrait le concevoir un petit peu différemment. Il faudrait qu'il y ait un scénariste qui soit un scénariste maître, entre guillemets, qui continue à écrire et qui soit maître du scénario, qui donne la guideline, mais il faudrait, pourquoi pas, qu'il y ait un pool de scénaristes, mais qui ne soit que des apporteurs d'idées, ou justement des indicateurs de mauvaises idées. Attention, là on s'égare, on va pas dans la bonne direction, etc. Donc pourquoi pas travailler en équipe sur des réflexions ou sur des idées qui permettraient de faire avancer l'histoire bien plus loin qu'elle ne l'aurait été. En revanche, en termes d'écriture, non, enfin, en tout cas moi je m'en sens pas capable. Je pense qu'il faut qu'il y ait une personne qui soit aux commandes. C'est beaucoup plus simple à gérer. Non, finalement, ouais, ça pourrait être la facilité, mais c'est pas le cas. Parce que, alors, il faut lire toutes les biographies ou tous les biblios de ces persos. Il faut lire un maximum de leurs aventures, je pense, pour bien les connaître aussi, de leurs histoires. Et après, il faut les adapter. Jules Verne, il n'est pas dans City Hall tel qu'il était réellement dans la vraie vie, même si il avait un fort ego, comme le personnage. C'est pas forcément une facilité, mais une envie, oui, clairement. Et en fait, pour être franc, j'ai toujours eu envie depuis toujours de créer ma propre ligue des gentlemen extraordinaires. L'idée vient de là. Et je me suis demandé... Alors eux ont choisi des personnages plus ou moins fictifs d'ailleurs, comme j'ai pu le faire dans Explorers. Et l'idée c'était, si moi je devais créer ma propre ligue demain, qui je mettrais dedans? Et il y a un seul personnage qui m'est venu à l'esprit tout de suite, spontanément, sans même me poser une question, c'est Jules Verne. J'adore ce que Jules Verne écrit, je trouve que c'est un personnage qui est génial, qui a une aura extraordinaire, qui est un vrai visionnaire, qui est à la fois un écrivain et un inventeur, à sa manière. Et je me suis dit, ok, lui, il aurait un rôle à jouer dans cette ligue des gentlemen extraordinaires, et ce serait aussi lui rendre un hommage qu'il n'a pas eu. Pourquoi on n'a jamais eu Jules Verne sur un billet de banque? Je me pose la question. Je trouve ça un peu honteux, mais bon, j'en profite pour le dire. Et très très vite, je me dis, bon, ok, j'ai mon inventeur. Je suis pas parti à ce moment-là dans une idée de faire que des personnages illustres. J'ai même pensé à des personnages fictifs. Et je me dis, bon, je vais avoir besoin d'un détective ou d'un enquêteur, d'un manipulateur ou d'un magicien. Je vais avoir besoin d'un aventurier et je vais avoir besoin d'un leader, un leader de groupe. Parce que Jules Verne est un inventeur, mais peut pas être leader en même temps. Et là, très vite, j'ai Sherlock Holmes qui me vient à l'esprit pour l'enquêteur. Et en même temps, je me dis, est-ce que ça va pas rendre l'histoire trop complexe de faire se rencontrer Jules Verne et Sherlock Holmes? Pas évident à expliquer, ça va rajouter une couche d'explication qui va complexifier l'histoire. Est-ce que vraiment ça va donner quelque chose? J'arrive pas à trouver de solution qui me convienne. Donc je me dis, qui, dans la vraie vie, est meilleur que Sherlock Holmes en tant qu'enquêteur et qui me plaît? Non, pas Batman, non. Dans la vraie vie, j'ai dit. Ah mince, je lui ai cassé son rêve. Je suis désolé. Dans la vraie vie, je trouve personne. Je trouve personne qui me plaise et qui me convienne, jusqu'au moment où je me dis, mais si, il y a une personne qui potentiellement pourrait être meilleure que Sherlock Holmes, c'est son marionnettiste. Et c'est donc Arthur Conan Doyle, c'est son créateur. Et là, je me retrouve avec deux écrivains. Donc très vite, l'histoire commence à prendre une tournure autour du papier. Et c'est comme ça que sont arrivés Harry Houdini, dans le rôle du manipulateur, Amelia Earhart, dans le rôle de l'aventurière, et Malcolm Little, ou Malcolm X, dans le rôle du leader en tant que maire de City Hall. Dans mon idée, sans trop spoiler la suite, un jour ou l'autre, si jamais City Hall devait durer et qu'on avait la place de le faire, je verrais bien Arthur Conan Doyle créer enfin Sherlock Holmes, dans un monde dans lequel, en plus, ce que tu décris prend vie, tu imagines l'ampleur que ça pourrait prendre.
Donc ce serait phénoménal. Mais j'ai besoin que ce jeune homme, qui est encore un jeune homme étudiant en médecine, fasse tout un cheminement qui l'amènera à créer ce personnage de Sherlock Holmes. Et pour ça, il va devoir d'abord jouer le rôle de Watson. C'est ce qu'il fait avec Jules Verne. Mais en même temps, il va devoir prouver qu'il a aussi des capacités similaires à celles que Holmes ont, en termes de déduction ou d'enquête. Et on va retrouver chez lui, ou dans sa vie, ou dans les gens qu'il côtoie, tout un tas d'éléments, effectivement, si on fouille bien, qui vont faire qu'à un moment donné, ce sera logique pour lui d'écrire Sherlock Holmes. Ce sera un résumé de sa vie. On nous a souvent posé la question en dédicace. Ce n'est pas un yaoi. Non, il ne se passe rien entre les deux. Enfin, non, ok. Non, il ne se passe rien entre les deux. Je ne donnerai pas l'opinion de Jules Verne. Ça reste entre lui et moi. En tout cas, Arthur tombe amoureux de la première fille qu'il voit toutes les 2 minutes. Donc, a priori, de son point de vue à lui, il y a peu de chances que ça se fasse. Ah non, c'est pas gagné, non. Non. On tape Amelia Earhart ou Marie Shelley qui va arriver dans le tome 2, ou encore Jules Verne. On a d'ailleurs fait des détournements sous Facebook, hein, on peut les retrouver. Non, c'est pas gagné. Hein. Donc il faut les moderniser, il faut les adapter, il faut les rendre plus jolis, il faut les rendre plus manga, il faut les rendre plus androgynes pour les deux persos. Après, tant pis, je vais le dire devant plein de gens qui regardent peut-être, mais... Si, oui, je vais le dire. Étant grand fan de Obata, étant grand fan de Bakuman, au moment où j'ai commencé à travailler sur City Hall, donc les premières ébauches de personnages par rapport aux fiches de personnages que Rémi m'avait donné, le premier Bakuman sortait, je l'avais dévoré. Dans Bakuman, on raconte l'histoire de 2 mangaka. Là, on a 2 jeunes auteurs. Est-ce que je choisis non, on va pas le faire. Hein. Non. Bah si, on va le faire. Donc, il ressemble un petit peu aux deux héros de Bakuman. Mais c'est assumé. Obata, j'ai une dédicace de lui à la maison, je la regarde tous les jours, elle est à droite en haut de mon bureau. Et c'est lui qui me donne la force, le courage, et le bonheur, et le secret du petit bracelet aussi. Toutes les photos de steampunk.fr, la plus grosse communauté de steampunk en France, et Steam Rocket m'ont beaucoup donné la voix en ce qui concerne le style vestimentaire. Après, je prends des largesses. J'adapte en fonction de notre univers aussi particulier qui n'est pas exactement du steampunk puisqu'on a Internet en plus. C'est pas uniquement machine à vapeur et révolution industrielle. C'est révolution industrielle, machine à vapeur et Internet. J'ai cru que c'était japonais et en fait non, c'est pas japonais, vous êtes des Français. Et ils regardent avec des yeux comme ça. Vous êtes des Français. J'ai fait oui. Même cette génération, les Français. Ouais. Voilà. Et sinon, à part... Ouais, il y a eu, à part Jules Verne, à part ah bon, c'est pas japonais, on a eu évidemment est-ce que j'ai le droit de faire un dessin où Jules Verne et Arthur Conan Doyle, ils s'embrassent de vous le poster sur Facebook. Donc, c'est les réactions principales, c'est ça. Les gens sont surpris, en fait, que ce soit français. Les gens sont pas surpris que ce soit chez Ankama, pourtant. Donc ça, c'est plutôt un compliment pour Ankama. Et à part, effectivement, une amour interdite entre... Jules et Arthur, et on a des lecteurs justement qui sont venus nous voir en dédicace et je pense que c'est ça la grande force de City Hall et ça c'est un super compliment, c'est peut-être le plus beau qu'on puisse nous faire. C'est quoi, trois jeunes filles 3 jeunes filles qui sont arrivées dans une librairie, dans la librairie où Guillaume dédicaçait en disant « Hey, on veut une dédicace de Jules Verne, il est trop cool !» Est-ce que franchement, vous pensiez, il y a quelques années, des jeunes filles rentreraient dans un magasin de manga en disant « Jules Verne, il est trop cool !» Sans blague. Voilà, ça c'est un vrai succès, c'est-à-dire que le personnage marche, c'est-à-dire que c'est pas choquant de l'avoir refait, et ça veut dire qu'en plus Jules Verne il est carrément fun. Ça c'est la classe. Pour moi mitigé, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'auteurs qui nous disent non, vous allez faire du manga, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête ? Voilà. Bon, en voyant les premières pages de Guillaume, en général, ils sont relativement soufflés et ça apaise le débat de vous êtes passé à l'ennemi, mais c'est vrai que la question revient souvent. Cela dit, globalement, on est relativement soutenu et on a même des auteurs qui ont une vraie démarche d'intérêt. C'est-à-dire qu'ils nous ont laissé sortir le manga un petit peu comme les gars, allez-y, on va voir comment ça se passe, montrez-nous. Voilà. Et qui aujourd'hui sont eux-mêmes des lecteurs de City Hall, qui sont venus nous en parler, qui l'ont lu, qui ont apprécié de le lire, qui ont changé aussi un petit peu leur vision du manga. Alors évidemment, on révolutionne pas tout,
Mais je trouve que les réactions elles sont très très positives dans l'ensemble, bien plus que ce qu'on pensait, parce que j'avais peur qu'on soit un peu conspué du fait qu'on on passe sur ce format. Les copains qu'on a en commun nous ont tous plus ou moins dit que autant avec Explorers chez Soleil en format traditionnel, ils sentaient effectivement qu'on était un petit peu à l'étroit, dans du 46 pages. Et là, ils sont tous d'accord pour dire que c'est le format qui nous va le mieux. Ça ou soit la sérialisation à l'américaine. Voilà. Mais en tout cas, là, toute l'histoire de Rémi prend son ampleur dans ce format-là. Il faut tout lire. Il faut être le plus curieux possible. Il faut lire le maximum de choses. Et il ne faut pas hésiter à sortir du format BD et à lire de la littérature, justement. Lisez du Jules Verne, lisez du Arthur Conan Doyle. C'est la classe. Et c'est fun aussi, comme dans City Hall. Au cinéma, pareil. Je pense qu'il faut regarder un maximum de choses, un peu dans tous les genres. En revanche, en série télé, il y a beaucoup de bonnes choses et beaucoup de déchets. Il y en a quand même une en ce moment qui ressort plus du lot et dont City Hall a pris quelques inspirations. C'est Sherlock. Donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, 2 saisons, de 3 épisodes chacune, d'1h30 chacun. C'est juste ultra bien écrit, ultra bien joué, ultra bien filmé. Tout est bon dans cette série. Alors, Guillaume Lapère ne joue pas parce qu'il dessine des pages. Ni Guillaume Lapère ne regarde pas de films parce qu'il dessine des pages. Et Guillaume Lapère, quand il va aux toilettes, c'est les seuls moments où il lit Bakuman, n'est-ce pas ? Non, mais regardez, comme Rémi, regardez tout, surtout quand on a envie de devenir dessinateur quand on sera plus grand ou scénariste, qu'il faut se fabriquer la bibliothèque d'images. Donc il faut regarder tous les trucs bien. Ça sert à rien de regarder les trucs pas bien. Regardez que les trucs bien. Et surtout, essayez de regarder non pas simplement avec le paquet de popcorn et la bouche entrouverte devant Hulk et Thor qui se bastonnent. Essayez de comprendre comment c'est fait derrière. Pourquoi ils ont choisi cette ambiance-là, ce décor-là, cette lumière-là, cette musique-là, le montage. Ça vaut pour les BD, ça vaut pour les jeux vidéo, puisque maintenant les jeux vidéo sont super cinématographiques. Ça vaut pour les films, les séries. Oui, on nous pose souvent une question très très embarrassante qui est notre position sur le numérique. Parce qu'on fait un petit peu, on plante un petit peu un monde où le papier n'existe plus, donc tout le monde passe par le numérique. C'est normal. C'est une question un petit peu embarrassante à laquelle répondre parce que c'est en cours de construction. Mais ceci dit, dans City Hall, prend plutôt le contre-pied de cette chose-là dans la mesure où, pour nous, le papier est outil de création, et le seul outil de création. On n'écrit pas des choses avec une machine à écrire, ça ne se produit pas. C'est que sur le papier. Donc acheter City Hall pour sauver la forêt. Acheter City Hall pour sauver la forêt, c'est bien ça. On devrait le mettre en bandeau sur le 3e tome. Non, merci beaucoup à toi et à toute l'équipe qui est là aussi, qu'on ne voit pas pour cette interview. C'était vraiment, vraiment sympa. Et voilà, on est ravis d'être là à la Japan. Venez nous voir sur le stand si vous avez l'occasion. Steam Rocket l'a fait. Steam Rocket l'a fait, ouais. Merci pour Steam Rocket et Ankama pour le magnifique stand. Je pense que vous allez voir des images. Et nous, on va poster plein de choses sur ce fameux réseau social teinté de bleu. C'est un autre rêve pour nous d'arriver et de voir un décor de City Hall en vrai, avec un personnage en vrai. Voilà, lisez City Hall, venez nous en parler, on est dispo, ce sera avec grand plaisir.